En 2019, une espèce de panique soudaine a saisi une très grande partie de la population française. Oh oui, on s'en souvient bien. Ouais. Et du jour au lendemain, on a observé un effondrement, mais vraiment spectaculaire, de la consommation de fruits et légumes frais. Une vraie psychose. C'est ça. Sauf que le truc fou, c'est que l'origine de cette crise sanitaire, eh bien, ce n'était pas du tout une bactérie mystérieuse. Et ce n'était pas non plus un empoisonnement des nappes phréatiques ou je ne sais quoi. Non, la cause de ce mouvement de foule à l'échelle nationale, elle tenait en fait à une seule émission de télévision diffusée en prime time. C'est vertigineux quand on y pense. Absolument. Donc aujourd'hui, dans notre plongée analytique, l'objectif, c'est d'explorer ce phénomène assez troublant. On va voir comment certaines institutions médiatiques, qui sont eh bien, normalement censées nous armer intellectuellement grâce à la rigueur scientifique, comment elles ont fini par transformer la science en un outil de manipulation pure. Et tout ça pour imposer une morale politique. Voilà. Et pour décortiquer cette mécanique, notre matière première d'aujourd'hui, c'est l'audition sous serment de la journaliste Géraldine Wessner. La rédactrice en chef au magazine Le Point. Exactement. Elle s'est exprimée devant une commission d'enquête parlementaire qui était dédiée à l'audiovisuel public français. Et son analyse est vraiment dense. Elle détaille de manière chirurgicale comment une volonté de départ qui était, il faut le dire, parfaitement légitime, de traiter l'urgence écologique s'est métamorphosée. Au fil des années, c'est devenu un véritable militantisme idéologique institutionnalisé au cœur même des rédactions. Alors, juste avant d'entrer dans la salle des machines, il y a une mise au point absolument vitale qui s'impose pour ceux qui nous écoutent. C'est très important de le préciser, oui. Ouais. Les documents et les témoignages que nous allons analyser ici, ils formulent des critiques frontales et parfois très sévères contre des émissions du service public, et aussi contre l'écologie politique et certaines thèses militantes. Notamment celles qui tournent autour de la décroissance économique. C'est ça. Et la mission ici, ce n'est pas du tout de distribuer des bons ou des mauvais points. L'objectif n'est ni de valider l'idéologie de la gauche anticapitaliste, ni d'endosser les arguments de la droite libérale. On ne prend pas parti. Non, jamais. La démarche, elle consiste uniquement à exposer objectivement les faits, les mécanismes d'influence et les bouleversements éthiques, exactement tels qu'ils ont été documentés devant la représentation nationale. Tout à fait. Bon, décortiquons tout ça. Par où on commence ? Eh bien, pour comprendre la dérive d'aujourd'hui, il faut paradoxalement regarder l'économie de la télévision des années 2000. Parce que vous savez, l'infrastructure économique dicte toujours le contenu éditorial. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là ? Entre 2005 et 2010, le paysage télévisuel français subit un véritable séisme avec le déploiement de la TNT. Ah oui, la télévision numérique terrestre. Voilà. Jusque-là, le gâteau publicitaire, celui qui finance l'information, en gros, était partagé entre 6 chaînes historiques. Une époque plutôt confortable pour elle. Très confortable. Mais soudainement, avec la TNT, ce même gâteau doit nourrir des dizaines de nouvelles chaînes gratuites. Donc, mathématiquement, les budgets s'effondrent. C'est une chute drastique des budgets alloués aux rédactions, oui. Et ça s'est couplé à une pression féroce pour capter l'attention du téléspectateur. Un téléspectateur devenu hyper volatile avec sa télécommande. Bah oui, avec 30 chaînes au moindre temps mort, on zappe. Exactement. Donc le journalisme d'investigation classique, le temps long, les mois de recherche, les vérifications fastidieuses devient un luxe insoutenable. Surtout quand ça aboutit parfois à la conclusion que la réalité est nuancée et moins excitante que prévu. Il n'y avait plus d'argent pour le faire, en gros. C'est ça. Il a donc fallu inventer un format beaucoup plus rentable. Et en lisant les documents, je dois dire que la description de ce nouveau format m'a vraiment fait penser à l'industrie du fast-food. Ah oui, oui, c'est une bonne analogie. Expliquez-nous ça. Eh bien, l'industrie agroalimentaire, elle a ingénierisé ses produits. Elle a trouvé le ratio exact de sel, de sucre et de gras pour court-circuiter notre satiété, pour déclencher un pic de dopamine direct dans le cerveau. Et nous faire consommer plus. Exactement. Et j'ai l'impression que l'industrie télévisuelle a fait exactement la même chose avec l'information. Ils ont créé ce qu'on appelle le package scandale. Le fameux package scandale. Ouais, un format conçu pour déclencher une indignation instantanée en contournant totalement l'esprit critique de notre cerveau. Ce qui est une excellente comparaison. Cette recette du package scandale, elle a été popularisée par des émissions nées dans ce sillage autour de 2012. Et elle repose invariablement sur 4 ingrédients. 4 ingrédients alors, le premier. Le premier, c'est l'émotion pure, à travers une victime. Pour aller chercher le téléspectateur aux tripes. Exactement. Montrer une personne malade ou une famille en détresse, ça capte immédiatement l'empathie. Et ça paralyse d'emblée l'analyse rationnelle. Le deuxième ingrédient, c'est la figure du lanceur d'alerte. Ah, le héros solitaire, c'est ça ? Voilà.
Très scénarisé. Il lutte seul contre un système complètement opaque. C'est très cinématographique. Et le troisième ingrédient? Le troisième, et c'est sans doute le plus crucial pour notre analyse, c'est l'alibi scientifique. Il faut présenter une étude, une analyse ou un test. Même si l'étude est bancale. Ah, mais que l'étude soit marginale, méthodologiquement frauduleuse ou même contredite par l'ensemble de la communauté mondiale, ça n'a aucune importance. Tant qu'elle offre un vernis de crédibilité en blouse blanche à l'écran, c'est gagné. C'est fou. Et enfin, le quatrième ingrédient. Le grand méchant, le coupable idéal, souvent incarné par une multinationale, une industrie ou un ministère. Ce format est d'ailleurs si efficace que des sociétés de production ont commencé à vendre ces enquêtes clés en main aux chaînes. Mais attendez, ça soulève un problème logistique majeur, non? Si les rédactions n'ont plus les ressources financières pour enquêter elles-mêmes, et sachant qu'une vraie démocratie ne produit pas un nouveau scandale d'État inédit toutes les semaines, comment ils nourrissent cette machine? Qui rédige ces scénarios? Bien, la nature a horreur du vide. Et les budgets réduits aussi, l'espace laissé vacant par le journalisme d'investigation rigoureux a été massivement investi par des groupes de pression. Des groupes de pression, hein, genre des lobbyistes? Des lobbyistes, des ONG et des associations militantes, oui. Ils ont très vite compris qu'ils pouvaient devenir les fournisseurs officiels de contenu gratuit ou en tout cas très orientés pour le service public. Donc le journaliste ne cherche plus l'info, on lui livre le package direct. C'est ça. Et l'audition pointe de manière très spécifique une association qui s'appelle Génération Future. Il s'agit d'une structure lourdement financée par les acteurs économiques de l'agriculture biologique. C'est quand même incroyable l'ironie de la situation. On a des émissions qui dénoncent l'opacité des grandes industries conventionnelles et elles diffusent des enquêtes qui sont littéralement co-construites par le lobby de l'industrie concurrente. Et le pire, c'est qu'il ne s'en cache même pas. Ce lobby s'est vanté publiquement d'avoir travaillé pendant des mois avec les équipes d'une très grande émission d'investigation pour orienter un numéro de février 2016 sur les pesticides. Mais c'est de l'entrisme, pur et simple. C'est l'illustration parfaite de l'entrisme. Et c'est justement cette même association qui a fourni la mécanique pseudo-scientifique de la fameuse panique de 2019. Celle avec les fruits et légumes dont on parlait en début. Exactement. L'émission a utilisé ce qu'on a appelé des glyphotests pour prouver, soi-disant, que la population française était massivement empoisonnée. Et où est-ce qu'était l'arnaque avec ces tests, concrètement? Le mécanisme de tromperie résidait dans la nature même du test. Ils ont employé des tests de type ELISA. Le problème, c'est que ces tests sont conçus spécifiquement pour analyser de l'eau, et eux, ils les ont appliqués à l'urine humaine. Oula, scientifiquement, ça ne marche pas du tout aussi. Pas du tout. Ces tests sont hypersensibles. Quand on les met dans l'urine, ils réagissent à plein de molécules similaires, ce qui crée des faux positifs massifs. Scientifiquement parlant, la méthodologie était aberrante. Mais télévisuellement, j'imagine que c'était très vendeur. Ah bah, montrer des dizaines de citoyens et même des célébrités qui découvrent avec effroi et en larmes que leur corps est, je cite, contaminé, c'est un triomphe absolu d'audience. Bon, attendez, je dois vous arrêter sur ce point précis, parce que je veux me faire l'avocat du diable. Allez-y. Le rôle fondamental d'un journaliste, est-ce que ce n'est pas justement d'aller chercher des poux aux industriels, de bousculer un peu les institutions? Je veux dire, s'ils doivent d'attendre un consensus scientifique certifié à 100% par des académies médicales qui mettent parfois 20 ans à statuer, ils vont rater chaque nouveau scandale. Comme l'amiante ou le médiateur. Voilà. L'investigation agressive, même si elle est imparfaite scientifiquement, n'est-elle pas notre meilleur bouclier au final? Alors, enquêter sur une dissimulation industrielle ou chercher la faille dans les discours officiels, c'est l'essence même de la presse libre. On est bien d'accord. Mais la frontière de l'inacceptable, elle n'est pas dans le fait de douter des industriels. Elle est où alors? Elle est dans la falsification délibérée de la méthode scientifique pour valider une conclusion qui est déjà écrite à l'avance. Fabriquer un faux positif urinaire pour créer une panique, ce n'est pas du journalisme d'anticipation, c'est de la tromperie. Ouais, la nuance est de taille. Et l'audition souligne que ce schéma s'est appliqué à la santé publique de manière dramatique ces dernières années. Par exemple, dès 2008, des reportages ont lié le vaccin de l'hépatite B à l'autisme, puis ils ont attaqué les adjuvants à l'aluminium. Toujours sans fondement scientifique robuste. Le tout était basé sur les travaux d'un seul chercheur isolé. Il avait diagnostiqué moins de 500 patients autour de son propre hôpital en France, pendant que 160 millions de doses identiques étaient administrées sans le moindre encombre dans le monde entier. Et les dégâts dans le monde réel sont colossaux. On ne parle pas juste d'un documentaire un peu racoleur qui est oublié le lendemain. Non, la couverture vaccinale s'est littéralement effondrée en France suite à ça. C'est glaçant. Et d'ailleurs, on l'a vu récemment aussi avec les ondes, non?
Des reportages complètement alarmistes sur la 5G ont conduit des individus à aller physiquement incendier des antennes relais. Avec des conséquences très graves parce que ça a perturbé les communications d'urgence. C'est bien la démonstration que la peur, quand elle a le droit de porter la blouse blanche de la science à la télévision, possède un pouvoir de destruction concret. C'est ça. Mais vous savez, la peur est un levier puissant. Et c'est là que cette transformation de la science en une opinion malléable nous amène au cœur nucléaire de l'audition parlementaire. Ce que démontre le rapport de Géraldine Wessner, ce n'est pas une simple succession de petites errances journalistiques ou de courses à l'audience isolées. C'est plus grave que ça. C'est l'installation d'une mutation idéologique profonde, une mutation théorisée sous le nom de postmodernisme. Le postmodernisme. C'est de la philosophie, ça, non? Oui, c'est un courant né dans les départements de sociologie dans les années 70. Grosso modo, ce courant postule que la vérité objective n'existe pas, que la science n'est finalement qu'une narration parmi d'autres, et que tout discours est par essence un instrument de pouvoir. Attendez. Ce qui ne devait rester qu'un débat académique un peu perché a fini par infuser les écoles de journalisme. C'est tout à fait ça. Et la logique devient implacable. Si la vérité objective est une illusion, alors le rôle du journaliste n'est plus d'informer le public de manière neutre. Son rôle devient de militer pour ce qui est moralement supérieur à ses yeux. Exactement. La science cesse d'être une méthode rigoureuse d'observation du monde. Elle devient un arsenal. Un arsenal que l'on utilise seulement si elle sert la bonne cause et que l'on censure allègrement si elle la contredit. C'est sidérant. Et cette philosophie militante, elle n'est pas restée cachée sous le tapis. J'ai cru comprendre qu'elle venait d'être officiellement gravée dans le marbre institutionnel. Oui, c'est le point de bascule de l'audiovisuel public mis en exergue par la commission parlementaire, la signature massive de la, je vous donne le titre exact, Charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. C'est un document qui a été adoubé par les directions, non? Adoubé par les directions et plébiscité par les rédactions. Alors, sur le papier, face au défi monumental du réchauffement climatique, le titre semble inattaquable, ça fait presque héroïque de signer ça. C'est sûr que personne ne va être contre l'écologie, mais quand on se penche sur le contenu détaillé, et particulièrement sur l'article 5, ça révèle une toute autre ambition. Cet article 5 est absolument fascinant à analyser. Qu'est-ce qu'il dit exactement ? Il exige des journalistes signataires qu'ils, et je cite les termes exacts, s'engagent à questionner le modèle de croissance et ses acteurs économiques, financiers et politiques. On est d'accord qu'on ne parle plus du tout du climat là. Mais plus du tout. On ne parle plus de mesurer la concentration de CO2 dans l'atmosphère ou de vulgariser la physique des océans. On est face à un véritable manifeste politique. Et selon l'analyse soumise aux parlementaires, cette charte est un outil de militantisme anticapitaliste pur et dur. Son but réel, c'est d'imposer l'idéologie de la décroissance économique au grand public. Par le bien de l'information. Oui, en signant ce texte, les journalistes s'engagent carrément à désigner le capitalisme, c'est-à-dire le modèle de croissance, comme l'ennemi intrinsèque de l'environnement. Et la conséquence éditoriale de ça est redoutable. Ouais. Imaginons un scénario concret pour nos auditeurs. Mettons qu'une grande entreprise multinationale ou une start-up issue de la finance découvre demain une technologie révolutionnaire de captation du carbone. Un truc qui sauverait le climat. Eh bien, selon l'esprit de cet article 5 de la charte, le journaliste devrait aborder cette avancée scientifique avec hostilité ou grande suspicion. Non pas parce que la physique derrière serait fausse, Non, juste parce que la solution proviendrait d'un acteur économique qui favorise la croissance financière. La science est complètement asservie à un filtre dogmatique préétabli. c'est un renversement total de paradigme. Et c'est vraiment là que se produit la collision frontale la plus grave abordée dans ces documents. Parce que cette charte écologique anticapitaliste, elle entre en contradiction absolue avec le texte fondateur, j'ai envie de dire le texte sacré de l'éthique journalistique européenne. Vous parlez de la charte de Munich de 1971 ? Exactement, la déclaration des devoirs des journalistes. Ce texte a été pensé précisément pour vacciner nos démocraties contre la propagande et l'ingénierie sociale. L'Europe sortait d'un siècle extrêmement sombre où l'information avait été massivement utilisée pour manipuler les foules. Et donc, l'article 1 de la charte de Munich fixe la règle d'or, le commandement suprême de ce métier. Il exige du journaliste de, je cite, « respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité ».
Quelles qu'en puissent être les conséquences, mais cette phrase est d'une puissance absolue. Ça signifie que si une découverte scientifique dérange les convictions politiques profondes du journaliste, enfin, pardon, si elle dérange ses convictions, s'il trouve une vérité qui ne sert pas le combat écologique tel que lui, il envisage, il a l'obligation éthique absolue de la publier quand même. C'est ça, il n'a aucunement le droit de filtrer la réalité sous prétexte de protéger le public ou de l'édiquer. Parce que le public n'est pas un enfant qu'on doit guider moralement. Voilà, c'est le cœur du réacteur démocratique. Le postulat de la démocratie, c'est que le citoyen est adulte. C'est à lui, une fois qu'il est exposé à l'entièreté des faits bruts, même si ces faits sont contradictoires ou désagréables, de forger sa propre opinion morale. Et ensuite de l'exprimer librement dans l'isoloir. Et si des rédactions qui sont, rappelons-le, financées par l'impôt à hauteur de près de 4 milliards d'euros, décident par le biais d'une charte écologique militante de trier secrètement les informations scientifiques pour pousser la population vers la décroissance, eh bien elles confisquent purement et simplement ce choix. Elles ne font plus du journalisme d'information, elles font de l'évangélisation politique. L'effacement de la charte de Munich au profit de chartes militantes et sectorielles, ça marque vraiment la fin du journalisme d'observation. Et le passage assumé à un journalisme de transformation sociale. La mécanique est implacable, et l'arc narratif de cette dérive, quand on regarde l'audition, il est saisissant de clarté. Tout a commencé par une pression économique bassement matérielle liée à l'arrivée de la TNT, qui a poussé à privilégier l'émotion bon marché sur l'investigation coûteuse. Et ce vide méthodologique a ouvert grand les portes des rédactions aux lobbies et aux ONG, qui étaient ravis de fournir ces fameux packages scandales clés en main. C'est ça. L'habitude de manipuler la science pour faire de l'audience, ça a ensuite pavé le chemin à la philosophie postmoderne. Et l'aboutissement final de ce processus, c'est carrément l'officialisation de ce biais, avec cette charte écologique qui détruit l'impartialité exigée par la charte de Munich. Transformant de facto la science de l'environnement en un tract anticapitaliste. C'est glaçant. Et cette trajectoire, elle soulève un enjeu fondamental pour notre époque, qui est déjà saturée d'informations. Vous savez, la science, la vraie, avec sa méthode stricte de réfutabilité et de preuve, elle est censée être le dernier terrain d'entente d'une société hyper polarisée. C'est notre seul socle de réalité commune, oui. Exactement. Si ceux dont la mission est d'éclairer la nation commencent à tordre ce socle scientifique pour l'assujettir à une morale politique, eh bien le contrat démocratique est rompu. Est abreuvé de sermons scénarisés et finit par perdre sa capacité de discernement. La démocratie a viscéralement besoin de la vérité nue pour fonctionner. Elle n'a que faire de prédicateurs déguisés en présentateurs de journaux télévisés. Ce qui laisse planer une réflexion lourde de sens sur l'avenir, je trouve. Si au nom d'une urgence indéniable comme celle du climat, on accepte aujourd'hui collectivement et institutionnellement que le journalisme torde les faits scientifiques pour la bonne cause, alors les digues éthiques sont brisées. Le précédent est acté. Voilà. Alors que se passera-t-il lors de la prochaine grande crise majeure qui frappera notre société? Risquons-nous de voir émerger de nouvelles vérités alternatives façonnées et validées par l'État lui-même, juste pour s'adapter à la nouvelle panique morale de l'époque? C'est le risque, oui. C'est une question troublante qu'il faudra sans doute garder en tête la prochaine fois que la télévision promettra, avec une petite musique angoissante et une voix grave, de nous révéler une vérité prétendument cachée. Merci pour cet éclairage fascinant. Merci de m'avoir invité à décortiquer ce sujet. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Restez curieux.